Bonsoir à tous à Zulflaoui. C'est très difficile de prendre la parole derrière un témoignage comme celui d'Askar Hakim. Je pense que vous êtes un peu tous dans le même état d'émotion que moi. Je veux juste vous dire quand même, très très court, un mot du lancement de ces hommages et de ces commémorations du Printemps des Libertés. Je veux vous dire que vous vous souvenez sans doute, pour certains d'entre nous, il y avait ce slogan que ces jeunes du Printemps Noir de 2001, Printemps Noir qui a succédé au Printemps berbère de 1980. Vous vous souvenez de ce slogan? Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts. Moi j'ai beaucoup eu de mal à assumer ce slogan-là, je vous dis la vérité, parce que ce slogan-là était un peu le contraire de ces jeunes, de ces manifestants qui au contraire disaient « vous ne pouvez pas nous tuer parce que nous renaîtrons, parce que nous avons soif de liberté et soif de vivre ». Et Areski, tout à l'heure, l'a formidablement décrit, et presque ça nous a un peu tous beaucoup trop émus pour parler. Je voulais aussi vous dire que, vous savez, c'est un peu comme ceux qui reviennent du camp de concentration, les communistes, les tziganes, les juifs, tous ceux qui sont revenus des camps de concentration, ils ont tellement ils ont tellement frôlé la mort de près qu'ils ont eu tous, presque beaucoup d'entre eux en tout cas, ont eu des parcours exceptionnels, comme celui d'Areski. Et c'est des parcours parce que quand on a soif de liberté et qu'on tente absolument de nous en priver, du chaos naît quelque chose d'encore plus fort. C'est le message de ces printemps, le printemps de 80, le printemps noir, le printemps de mai 68 ici en France, ou d'autres printemps où ces peuples, où ces gens disent qu'ils ont soif de liberté démocratique, de liberté culturelle, de liberté tout court, de liberté d'égalité femmes-hommes. Donc, Salma nous en parlera tout à l'heure. Ben, je voulais vous dire que c'est le message qu'on va vous délivrer pendant tous ces hommages et que vont vous délivrer les intervenants de ce soir. Je remercie encore au nom de l'ACB, au nom des salariés de l'ACB, des militants, des administrateurs, de vous tous, Areski de venir témoigner encore et encore de cette formidable renaissance. Et puis Salma, voilà, c'est le message qu'on va délivrer. Vous avez les plaquettes à l'entrée pour vous dire qu'il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont à venir. À chaque fois, le message sera le même. C'est le message notamment de Idir qu'on va célébrer samedi, qu'on va faire passer à la postérité samedi à 11 h parce qu'on va inaugurer le square Idir. C'est le message de Idir, vous savez, dans la chanson Terli Bougdoud, le cri des peuples. Chaque peuple a besoin de liberté, chaque individu a besoin de liberté, et chaque fois qu'on tente de l'en priver, il renaît plus fort, et il a des parcours exceptionnels. Areski vient de le prouver. Merci, Monsieur le Président. Donc nous allons commencer. Alors, comme les JO approchent, on va essayer de ne pas se coucher tard parce qu'on a des entraînements, nous, demain. Hein, donc il va falloir quand même qu'on finisse pas trop tard. Surtout moi, c'est ça. Et puis moi, j'ai beaucoup de kilos à faire. Donc il faut vraiment que je me lève tôt. Et donc je vais essayer de poser 4-5 questions pour essayer de cadrer un débat et ensuite on privilégiera l'échange avec la salle. J'ai presque plus de questions à te poser, Hakim, parce que dans le film, il y a déjà beaucoup de choses. Et peut-être une première question avant de présenter Salma, c'est de te demander quelle place aujourd'hui tient le printemps noir dans ta vie, dans les messages que tu peux porter, et comment tu es capable finalement de parler du printemps noir, de cette expérience dramatique que tu as vécue, et d'autres expériences dramatiques qui ont été encore peut-être définitives pour d'autres manifestants ou des familles de manifestants aujourd'hui. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur le Président, Beben. C'est pas... Enfin, je suis chez moi ici. Je suis chez moi ici parce que, je le disais tout à l'heure, je le disais autrefois, l'ACB, en fait, c'est le premier lieu, en dehors des hôpitaux, en dehors de chez mon père, quand je suis arrivé en France, c'est le premier lieu que j'ai visité. Donc je suis rentré ici normalement la première fois sur fauteuil roulant, parce que je ne pouvais pas trop marcher. Et je suis fier de revenir aujourd'hui
ici, pas tout seul déjà, en famille, debout, pas sur un fauteuil, et puis vous ramenez un petit peu un résultat à quelque chose dont vous avez contribué avec des mots, avec un accueil extraordinaire à l'époque. Je ne l'ai pas assez exprimé, je pense, durant toutes ces années, ces 23 ans qui viennent de s'écouler. Tous vos mots, toutes vos attentions, tous vos gestes, en fait, fraternels, amicaux, protecteurs en tout cas, étaient pour moi quelque chose de très, 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 très bénéfique. Donc, c'est moi qui vous remercie pour ce soir, pour cette invitation. Et je ne sais plus ta question, du coup, Mustafa. Non, tu parlais de la place du printemps. Oui. Du printemps. En fait, il n'a pas une place. C'est tout moi, en fait. Enfin, c'est tout moi dans le sens où je le vis pleinement tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde où j'oublie le printemps noir de Kabylie. Je sors de chez moi, je suis obligé de prendre ma canne. En fait, même si j'oublie, il y a des réalités qui me rappellent qui je suis. Donc des réalités, je veux dire, c'est pas genre une fois par mois, une fois par an. C'est tous les jours, chaque minute. Je sais pourquoi j'ai perdu la vue. Je l'ai dit, je le redis. Je sais et je pense que le fait de savoir pourquoi, ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire après, plus tard. J'ai foi pour mon combat. Et je l'ai dit, je le redis encore une fois. Et donc le printemps noir de Kabylie, comme le printemps... En fait, le printemps berbère, c'était notre éducation. Moi, j'ai toujours connu le 20 avril. En fait, je le fêtais avant de savoir ce que c'était. C'était férié, il n'y a pas école. Ou ici à école, c'était que des manifestations culturelles, sportives. Donc il n'y avait pas cours. Et donc on l'a toujours fêté. Donc on était dans ce milieu tout le temps. Même avant de comprendre les choses. Après, il y a eu le printemps noir de Kabylie qu'on a payé dans nos chairs, dans notre mental, tout simplement en fait. Donc il n'a pas qu'une place, le printemps noir de Kabylie, il a tout en moi. Voilà. Merci. Salma, il y a peu de temps, nous étions ensemble ici, où tu racontais effectivement ton parcours et un certain nombre de choses qui sont visibles encore sur les vidéos sur le site de l'ACB ou sur la chaîne YouTube de l'ACB. Mais pour être un peu plus sur le thème de ce soir, et pour aller vite, tu fus une des responsables, rare femme responsable dans les instances qui encadraient le mouvement du printemps noir, notamment du côté d'Agbou, etc. Quel témoignage tu peux porter, notamment sur justement l'encadrement d'un mouvement, l'encadrement d'une jeunesse qui n'en pouvait plus, le rapport à la violence? Vaste question. D'abord, mais il faut être court. Il va être court en plus. D'abord, je vais essayer de parler en français parce que c'est qu'il y a des non-kabyles dans la salle. Et puis on est suivi par des millions d'internautes. On est suivi par des millions. Oui. Bah oui. Merci à l'ACB d'organiser ce printemps des libertés, parce qu'en effet, j'avais l'impression il y a quelque temps qu'on ne parlait pas trop du printemps noir. On parlait beaucoup du printemps berbère, même si je me revendique tout comme Hakim, c'est mon héritage, c'est un peu mon enfance aussi. Vraiment, tout comme lui, on partage ça aussi. Je remercie l'ACB d'autant plus parce que le slogan, l'un des premiers slogans du printemps noir, c'est « Pour que nul n'oublie ». Parce qu'il faut qu'on se rappelle, non pas comme disait Hakim tout à l'heure pour avoir de la haine, parce que quand on oublie, on recommence. Donc, encadrer, pour répondre à ta question, c'est un bien gros mot en 2001. J'avais envie de dire que les adultes, on avait pris, en tout cas, parce que je circonscris vraiment ça à Arnaud, et dans mon expérience personnelle, on a essayé. On avait été dépassés. On était complètement, à un moment donné, tétanisés. Donc il y a des personnes, des personnalités publiques, des personnes qui, auparavant, c'était devenu des personnalités en vue dans la ville, ont décidé d'essayer de limiter les dégâts, de faire en sorte d'être dans l'accompagnement. On les accompagnait plus qu'on les encadrait en réalité.
pour ne pas les laisser seuls, parce que quelque part il y avait, enfin mais ça c'est mon sentiment après coup, comme une espèce de culpabilité, parce que des jeunes de 18 ans narrent un peu moins comme plusieurs blessés qui sont ici, il y a Ali, il y a Hussein, il y a Riles qui est là-bas, ils étaient tous jeunes à cette époque-là, du côté de la région de Taqayut, la plus jeune victime avait 11 ans. Qu'est-ce que tu vas encadrer? Une fureur. Mais on était là, on a essayé de faire comme on pouvait pour canaliser, pour que ça ne devienne pas juste des jets de pierre et qu'il ressorte quelque chose. Donc il y a eu des slogans qui sont nés comme celui du Printemps Noir et celui pour que nul n'oublie. Et qu'on est aujourd'hui justement ici avec Hakim pour qu'on rappelle que ça a existé, pour rappeler qu'on est encore là, pour en parler et essayer de comprendre pour avancer dans cette lutte. Une question un peu particulière qui est vraiment liée à ton statut et à ton expérience. La place des femmes, justement, dans la capacité de circonscrire les velléités violentes, c'est-à-dire y compris de femmes dont l'enfant a été tué par les gendarmes. Ah oui, tout à fait. Comme on je vais dire en kabyle, on le sait dans la tradition kabyle, hein, quand il y a des grandes... quand il y a une bagarre ou il y a un conflit, quand une femme arrive, elle est capable de stopper. Ce n'est pas qu'un mythe, c'est une réalité. Me revient à l'esprit, d'abord ma propre expérience quand j'étais dans des réunions avec 200-300 personnes. Quand elles se sentent pas bien, les adultes l'envoient. En fait, quand je prenais en tout cas la parole devant des centaines de personnes, il y avait il y avait le silence qui pouvait tomber tout de suite. Il me revient quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus traumatisant, j'ai envie de dire, c'est l'enterrement de cet enfant à Taqayut, justement, quand on est parti. Il y avait une telle fureur, il y avait une telle violence qui était là, parce qu'on voyait, je me remémore ces événements-là, on voyait des gens qui sautaient en l'air, comme dans une espèce de transe, tellement il y avait de la colère et de la haine, parce qu'on vient de toucher à quelque chose de précieux, un enfant. Il a quand même été abattu d'une balle dans la tête, donc il a été abattu par un sniper, et les gens étaient prêts à en découdre en effet, parce que quelque part, une fois qu'on a touché à ton avenir, à ton enfant, il ne reste plus rien. Donc les gens étaient prêts à en découdre. Et je me rappelle de cette maman juste extraordinaire. L'image, elle était fabuleuse. On était à l'entrée de Taqayut, il y avait une espèce de... Juste en face du cimetière des martyrs, puisque c'est là qu'il a été enterré. Juste en face du cimetière, cette maman est montée sur la tribune. Moi, je ne sais même pas par quelle force je me suis retrouvée sur le mur dans cette... J'en reviens pas encore aujourd'hui. Quand je repasse en voiture, je me dis comment j'ai pu me retrouver là-haut. J'étais sur ce mur-là en train de prendre des photos. De part et d'autre, on voyait pas. Il y avait tellement de monde. À un moment donné, ça allait tellement trop loin que cette maman a pris la parole. Et il y a eu un silence qui s'est abattu sur cette assistance qui était juste phénoménale. On devait peut-être, alors j'exagère peut-être, mais on devait être deux femmes à ce moment-là. Il y avait elle, là-haut, encadrée par sa famille. Et je n'ai pas entendu le père, j'ai entendu la mère parler, qui disait que vous ne pouvez pas être... Ma douleur, enfin, c'est pas que ma douleur est plus importante que la vôtre, mais dans ce sens-là, pour les apaiser, et elle les a apaisés. Donc oui, on parle souvent dans ces événements-là de l'absence des femmes. J'ai envie de dire, il y a une absence des femmes dans les instances qui coordonnaient, là c'est la coordination des Harouch, par exemple le comité de suivi de la ville d'Argou où j'étais toute seule, mais les femmes étaient là. Il y a le comité des femmes du Printemps Noir, on a fait des marches à Argou, il y avait des femmes, il y avait celles qui travaillaient à Bougie, il y avait des infirmières, des médecins, on a fait des marches monstrueuses à Bougie. On avait une marche des femmes à Bougie où on était encadrés sans que ça soit dit pour personne. Les hommes se sont mis sur les côtés, ils se sont tenus la main et les femmes étaient tout au long du boulevard de la Liberté. Donc les femmes étaient là, mais j'ai envie de poser la question de pourquoi, alors pourquoi on le sait plus ou moins, pourquoi il n'y a pas eu autant de femmes dans les instances du mouvement de 2001.
Sur le parcours de reconstruction dont il est aussi question, parce que c'est aussi l'autre aspect de cette soirée qui s'inscrit dans le cadre du Printemps des Libertés, donc une dimension de positivité malgré tout, même si on ne dira pas les traumatismes et les laisser pour compte encore aujourd'hui. Mais tu montres bien, Hakim, dans le documentaire, dans la vidéo, à quel point finalement, nous verrons, on va peut-être pas tous les égrener, mais les conditions de cette reconstruction relèvent presque du miracle. Ça suppose de réunir bien des conditions, de la famille, de l'entourage, le fait d'arriver en France et d'être pris en considération par l'hôpital et par les services des soins. Nous verrons après d'autres éléments. Mais c'est vrai qu'on se dit, ça ne doit pas être évident, indépendamment de sa propre personnalité et de sa propre force intérieure, de réunir autant de conditions. Non, c'est sûr, tu sais, en fait, la reconstruction, c'est un processus. Et comme tous les processus, il y a des étapes. Quand toutes les étapes sont réunies, le processus arrive à terme. Mais s'il manque des étapes, s'il manque des éléments, bah, en fait, ça n'aboutit pas, ou ça va aboutir, mais à quelque chose qui n'était pas forcément, enfin, qui va pas être solide. Les éléments dont tu parles, pour moi, hein, je parlais pour moi, je disais que c'était très 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 important. L'entourage est super important. Tu sais, il y a des blessés, on était peut-être une trentaine, peut-être en 2001 en France. On avait tous une histoire différente, on avait tous une blessure différente, on avait tous un traumatisme différent et on avait tous un accompagnement différent. La différence, c'est que quand tu es entouré et quand tu n'es pas entouré, bah, forcément, ça change tout. Ça change ta démarche, ça change ta posture, ça change la confiance en soi. Tu sais, c'est des mots qu'on connaît juste en français. En fait, vous n'avez même pas une question, tellement on ne parle pas de ça. On est né, on a des valeurs, on a des traditions, on vit avec ça. Mais tous ces éléments, en fait, on les développe en nous. Et quand les conditions ne sont pas réunies pour les faire ressurgir, bah, malheureusement, voilà. Quand quelqu'un, sans traumatisme déjà, quand quelqu'un n'a pas confiance en soi, en lui, c'est pas évident. Alors imagine avec un traumatisme. Donc c'est pas forcément un miracle de réunir tous ces trucs-là, parce que je l'ai dit dans mes propos au début, par rapport à l'ACB, parfois c'est un mot, un seul mot, un geste, un comportement. Tu sais, prendre quelqu'un, le prendre dans ses bras, c'est pas un geste anodin en fait. Tu vois, ça transmet tellement de choses, et en fait la personne elle va se sentir considérée, alors que quelques semaines ou quelques mois ou quelques années en arrière, elle était laissée abandonnée comme un chien dans les rues. Dans la préparation de cette soirée, tu parlais de l'aspect tactile, justement. C'est ça. Ouais, pour moi, bah, il restait que ça. Hein. Il restait le sonore et le tactile. Le sonore, c'était des mots chaleureux que j'ai entendus. Le tactile, c'était voilà, une poignée de main, la main sur l'épaule. Tous ces gestes prennent vraiment un sens, ont une saveur, une valeur particulière, et qui aide justement le récipient que j'étais quasiment vidé en tout cas par les émeutes, se remplissait peu à peu, et forcément c'est que du positif après. Encore une fois, c'est pas du miracle, il faut être prêt à recevoir. C'est le mot que tu utilises dans le documentaire aussi. Tu parles de miracle dans le documentaire. Ouais, le miracle, c'est de survivre à ces trucs-là. Ils sont là, je ne suis pas le seul. Je parle là aujourd'hui, mais ils sont là. Survivre à des balles de Kalachnikov, ça, c'est un miracle en fait. Ça dépend où est-ce qu'on l'a reçu, mais peu importe en fait où est-ce qu'on l'a reçu, parce que derrière, c'est un traumatisme, c'est des blessures à vie, c'est des traitements, c'est des maladies qui se déclenchent, c'est plein de choses. Et encore une fois, l'accompagnement, il n'est pas que matériel. Il n'est surtout pas que matériel, parce que le matériel, voilà, tu vas acheter des médicaments, tu vas avoir, ok, mais la considération, le fait de dire à ces jeunes que tout ce qui s'est passé là-bas, en fait, c'est pas pour rien. Voilà, on vous a pas oublié, mais c'est dur de se battre pour une chose, et de se dire peut-être que, en fait,
les gens pour qui on a fait ça, pas pour qui on a fait ça, mais en tout cas, on a fait ça pour un peuple, pour toute une nation, et se dire que ce peuple-là, à un moment donné, a oublié, ou peut-être va oublier, ça c'est très très dur. Je ne dis pas qu'il a oublié, de toute façon c'est impossible. Les cimetières sont tellement peuplés que... Voilà. Mais voilà, c'est pas forcément un miracle de réunir tout ça, mais encore une fois, c'est très très important dans la reconstruction. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. La présence de mon père, la présence, voilà, en tout cas, tout ce que j'ai eu après. Je suis arrivé ici, je connaissais pas la diaspora, on va dire, de ma région. Je les ai quasiment rencontrés ici. Et en fait, je les ai connus et peu à peu, on a tissé des liens, on est resté en contact avec certains, d'autres pas beaucoup. Parce qu'il y a eu aussi un moment, en fait, où on a besoin, en tant qu'individu, de se poser les vraies questions, de trouver tout seul le chemin qu'on veut suivre, parce que c'est éprouvant, c'est super fatigant. Et en fait, ce moment-là, j'étais un petit peu en mode reconstruction toujours, mais en solo. Et c'est important aussi dans une vie de faire ça. En parlant d'entourage et de soutien que l'on peut obtenir autour de soi, dans un parcours qui est moins un parcours de reconstruction qu'un parcours d'émancipation pour toi, Salma, là aussi l'entourage a joué un rôle important, y compris d'ailleurs de la part d'hommes. Il y a ton histoire familiale, certaines femmes qui ont joué un rôle très important, mais aussi certains hommes dans ton parcours syndical, militant, etc. Bien sûr. Je crois que tout seul, enfin, c'est très très compliqué en fait d'y arriver. Alors concernant les événements de 2001, mais enfin moi j'ai eu une chance inouïe d'avoir eu autour de moi juste des hommes exceptionnels. Je les appelle tous les hommes de ma vie. Parce qu'ils m'ont quelque part, oui, un peu sauvé la vie parce qu'ils ont été là à des moments où j'avais besoin de soutien. C'est vrai qu'en 2001, se retrouver sur une barricade, par exemple, comme ça a été le cas à vous, j'ai encore la tête par exemple, je pense à notre ami Jamel, qui n'est pas là, Jamel Bensouba, je pense à Tahar Ahmedaj, je pense à d'autres, j'ai revu les photos tout à l'heure quand mon ami Zizou m'a remontré des photos qui ne sont pas toutes forcément belles à voir. Mais il est clair que quand on se sent entouré, en effet, quand des gens, à des moments où eux-mêmes ils risquent leur vie, sont en train de la risquer doublement parce qu'ils sont en train de s'occuper de moi, de s'occuper d'eux face à des hordes de... Enfin, moi je les appellerais des terroristes sans aucun problème, parce que pour moi ils étaient ça à cette époque-là. Mais l'arrivée aussi ici en France, ça a été... Alors, j'ai pas reçu une balle. À chaque fois que je réécoute ce que dit Hakim, c'est très très émouvant, très éprouvant. J'en ai vu qui ont reçu des balles, ils sont tous là, hein, tous les trois là, qui se sont partagés dans la salle, encore une fois Hussein et Riles, parce que c'est ceux que je connais. Mais quand on vient et on te menace d'avoir la balle dans la tête, en fait tu l'as pas, mais tu es menacé de l'avoir. Ça reste un traumatisme, en plus du traumatisme qu'on a vu pendant tous les premiers mois. On enterre tous les jours des gens et on voit des impacts de balles juste horribles sur le corps des gens qu'on ramasse, qu'on enterre. Et être obligé de partir, c'est un autre déchirement, parce que derrière, il y a aussi ce sentiment de culpabilité d'avoir laissé les autres. Quelque part, c'est un peu comme le rat qui quitte le navire. Mais en même temps, j'ai envie de dire, j'ai absolument jamais eu l'esprit d'une martyre, mais absolument pas, j'aime trop la vie pour ça. Donc quand je suis arrivée ici, un peu comme Hakim, ce qui m'a sauvée, c'est le monde militant. Une des premières maisons où je suis arrivée, c'est la CB aussi. Et je comprends tout à fait ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire quand on part et qu'on a vécu des choses aussi puissantes émotionnellement, aussi rassemblante, parce qu'on était vraiment très très soudés, il y avait une communion extraordinaire.
les gens se voyaient beaucoup, les gens se parlaient beaucoup. On pouvait t'inviter on nous invitait quand on a fait la manif et qu'il était tard, je pouvais être invitée. Quand on avait préparé l'émeute culturelle, on en reparlera peut-être, j'étais invitée sur d'autres gens, je ne les connaissais pas. Donc il y avait une vraie communion. Arrivé ici, je pense que j'aurais perdu complètement la tête, parce que je commençais déjà à dérailler un peu, dépression, parce que pareil, comme lui, moi j'avais mon père ici. Je connaissais absolument pas le reste des villages. Je connais quelqu'un à qui je rends hommage d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui il est emprisonné. Mohamed Farka, ça fait partie des premières personnes qui m'a tenu par la main, qui m'a emmené à Berbère Télévision à l'époque. Et ensuite j'ai rencontré l'ACB. L'ACB, c'est la maison dans laquelle je me sentais aussi écoutée, parce que j'avais été reçue à l'époque par femmes d'ici et là-bas, qui m'avaient donné la parole, comme pour redonner du sens à ce que j'avais fait, et puis de pouvoir continuer à lutter, de pouvoir continuer finalement à donner de la voix à ces gens-là qui étaient restés là-bas. Ça m'a permis de survivre et de continuer à faire ce que j'avais à faire. Donc oui, c'est hyper important d'être bien entouré par des gens, et en fait de redonner du sens et de continuer en fait de continuer le combat. Alors, dans ce parcours de reconstruction, il y a un élément, je crois qu'on n'a pas abordé, qui n'apporte pas dans le documentaire, Hakim, c'est celui, non pas tu ne cultives aucune haine, aucun ressentiment, mais tu cultives quand même un désir de revanche. Un désir de revanche qui va se loger même jusque dans ton pied. Notamment quand tu joues au sport. La haine, en fait, ça détruit celui qui est bien qui d'énerve. Je ne vais pas philosopher, je vais pas philosopher du tout, mais ce que je dis, c'est ce que je ressens moi, et ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde, mais la haine, elle prend tellement de place dans un esprit, dans un cœur, qu'elle ne laisse plus de place pour autre chose. Donc c'est pas que je déteste pas le pouvoir algérien de l'époque qui nous a fait ça. Si, enfin, je les déteste, je les méprise en fait. Je les déteste pas, je les méprise. Mais la revanche pour moi, c'était ce que j'ai dit dans le document, c'était rendre justement fiers en fait tous ceux qui ont cru en nous. Continuer le combat d'autre manière. Je ne vais pas le continuer, je ne vais pas aller taper, lancer des cailloux maintenant aujourd'hui sur les gendarmes en fait. Je ne vais pas le faire. Mais je ne vais pas me taire, en fait. À chaque fois que je voyage quelque part, à chaque fois que je vais dans les 4 coins du monde pour une compétition, pour un événement, j'exprime à ma manière, en fait, d'où je suis venu, pourquoi je suis non-voyant, pourquoi j'ai perdu la vue, je sais pourquoi je l'ai perdu. Je l'ai perdu pour mon combat, pour ma culture, pour ma langue, pour chez moi, pour Yema autant que maman et pour Yema autant que terre. La terre de nos ancêtres. Donc tout ça pour moi c'est une continuité en fait, c'est un combat. Et la revanche c'est toujours d'aller vers l'avant et de le porter. Et ça je suis sûr qu'ils ne vont pas l'arrêter avec ou sans balle, ça n'arrêtera pas. Et tu nous disais que la revanche... Tu nous disais que la revanche aussi c'est de marquer un but avec ton pied droit qui a failli t'amputer. En fait je disais ça parce que j'ai eu la chance, encore une fois, je le dis en toute modestie, j'ai eu la chance d'être rapatrié par mon père dès le début. J'ai passé que 5 jours à l'hôpital, aux hôpitaux là-bas, à l'hôpital Mostafa Bacha le dernier. En fait, les chirurgiens, ils étaient en train de se poser la question, est-ce qu'ils allaient me couper la jambe ou pas encore? Est-ce qu'ils allaient m'arracher les yeux ou pas encore? Ou pas tout de suite. Mon père, il m'a rapatrié, il m'a arraché de là-bas pour me ramener ici. Je dis mon père, mais il était entouré là-bas, il était entouré ici aussi. Quand je suis arrivé ici, le protocole en fait était engagé. En fait, ils étaient en réflexion justement, est-ce qu'ils allaient me couper la jambe ou pas? Parce que la gangrène a commencé à s'installer. Donc j'ai bouffé des médicaments, des cachetons, mais toute la journée, pendant des semaines, pendant des mois et des mois. Heureusement, ça a arrêté l'infection au niveau de la jambe, l'infection au niveau de la tête. Et du coup, la jambe n'a pas été coupée. Donc en partant de ce constat, c'est-à-dire une jambe failli être coupée
Et aujourd'hui, à chaque fois que je marque un but, à chaque fois que je réalise quelque chose avec le ballon et cette jambe qui a failli être coupée, ben, en fait, c'est une vengeance pour moi, c'est une revanche. Et c'est un gros mot pour le pouvoir. On pensera à toi. Vous avez bien sûr d'autres points communs. Je vais faire plus court pour échanger avec la salle. Notamment le fait que vous savez, vous, pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu, pourquoi tu es aujourd'hui victime de ce que tu as été victime. Donc, une conscience politique, pour le dire simplement. Mais il y a aussi un autre trait, peut-être commencer que vous avez quand même, avant même de commencer votre carrière, vous étiez déjà des enfants avec une forte personnalité. Vous aviez quand même une forte personnalité. Je crois que tu avais le surnom de tigresse, Salma. Et je crois que toi, Hakim, tu avais un classeur bien particulier à l'école. Le micro, c'est toi, non, c'est toi d'abord. Vous êtes tous témoins. Non, mais c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, on était éduqués, on était élevés dans des traditions, dans des valeurs comme celles de 80. On fêtait 80 en fait. On fêtait le 20 avril 80 et on ne savait même pas ce que c'était. On était très jeunes pour savoir ce que c'était. Et c'est la deuxième étoile. Et en fait, on était justement. Et on était justement dans ce combat c'est pas malgré nous, on savait pas ce que c'était, on était déjà dedans. 80, l'UNES Matoub, Flesia Forbé, on était déjà conscient de ce qui se passait là-bas. Moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, malheureusement. Depuis Matoub, en fait, je suis arrivé au lycée. En fait, j'avais un classeur, de chaque côté, il y avait un portrait de Matoub. Il m'a été confisqué, mais je pense 200 fois peut-être. À chaque fois, je revenais, j'achetais des posters pour les coller sur un nouveau classeur. Et en fait, ça, quand j'y pense, je le faisais naturellement, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, c'était pas interdit non plus, mais il faut pas faire ça, il faut ramener un classeur normal et tout, ça sert à rien que tu décores ça avec Matoub et tout. Mais c'était en nous, c'était 80, l'assassinat de l'ONSF, c'est à Fort B. Donc 2001, c'est une suite logique, en fait. C'est une suite logique pour nous. Et ce qui s'est passé, par contre, c'est pas forcément une suite logique, parce qu'ils auraient pu ne pas faire couler autant de sang. Ils auraient pu réprimer ça autrement, différemment, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on est là, on parle en leur nom, donc on leur doit tout le respect qu'il faut. On leur doit d'être. Moi, Beben, il était au courant, il était dans les conférences. Mon pote Youssef, mon pote d'enfance, on a manifesté ensemble le même jour, donc le 27. Je disais dans le reportage, il avait reçu 5 balles. Il est mort le 3 mai 2001. Je l'ai su fin août 2001. Tout ça parce qu'il voulait me protéger, moi, qui était encore là. Moi, je demandais de ses nouvelles quasiment une fois par semaine, depuis ici à là-bas. En fait, à chaque fois, il me racontait des histoires. Il me disait, ouais, ça va, il va bien. Un coup, il est dans le coma, un coup, il est sorti. Enfin, bref. Mais en fait, j'ai pas compris sur le coup quand on m'a dit qu'il était mort. En plus, 3 mois avant, j'avais la rage, en fait. Mais plus tard, j'ai compris que c'était pour me protéger. Donc, en fait, on leur doit la vie. Et on leur doit d'être là aujourd'hui, tout simplement. La tigresse. La tigresse, non, Daousso surtout au départ. Oui, Daousso parce que oui, je veux dire, quand on vient d'une culture, quand on est né, qu'on a grandi dans un village perdu au milieu de nulle part, qu'on ne trouve pas sur une carte géographique,
il est clair qu'avoir un destin comme le mien, ou en tout cas un parcours de militante comme le mien, c'était pas écrit par avance. Donc je l'ai écrit toute seule comme une grande, mais en effet, il y a quand même, comme disait Hakim, on a tous dans nos familles des parcours, des récits de famille, et puis moi qui suis beaucoup plus âgée que Hakim, je suis aussi une enfant de 80. C'est-à-dire qu'on peut poser la question à n'importe lequel, même si on ne savait pas, moi, 80, le souvenir, c'est des chiens bergers, c'est de la casse, c'est la Qasima d'Arvou qui est complètement fracassée, c'est ça pour moi, 80 et 81 à Béjaïa. Donc en fait, on a grandi là-dedans et chaque année, c'est un récit qui est répété. On était très fiers de ces gens qui ont donné de la visibilité à cette culture. Il y en a certains, ils sont là aujourd'hui dans la salle, hein. Je pense à Hand, tous ces hommes et ces femmes, même si on n'en entend pas parler non plus de celles de 80, ils ont nourri ça en nous, on a grandi, et puis avec des chansons, que ce soit Lounès Matoub, que ce soit Lounès Temeglat, que ce soit Yedir, on a été nourris. D'ailleurs, c'est Lounès qui dit on l'a tété au sein de nos mères. En fait, un enfant qui va naître dans une famille kabyle, il va naître avec ça. Il va grandir dans les oreilles, il va avoir ça systématiquement. Donc ça vous prépare. Il y a après une part de l'individu lui-même. Enfin, moi, je devais être une rebelle dans l'âme avant même la naissance et que j'avais, voilà, ce que je voyais, la vie qu'on m'offrait en tout cas, n'avait pas d'attrait, ne me plaisait pas trop. J'avais envie de vivre ma propre vie. Donc je me suis mise à faire ce que ne font pas les filles, c'est-à-dire militer, c'est-à-dire rentrer dans un syndicat, aller à des réunions, donc apprendre plein de choses, apprendre déjà à me défendre, apprendre à me défendre dans ma famille, dans ma propre famille. Et j'ai compris par ailleurs dans ces familles-là qu'ils avaient peur, ils n'avaient pas eux les moyens intellectuellement de comprendre que je pouvais me défendre toute seule. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément par machisme, peut-être que je suis un peu trop généreuse et gentille avec les Kabyles, mais pour moi c'est vraiment ça en fait, c'est la peur en fait de ce qui adviendra d'elle. On porte le nom de la tribu, donc tu penses bien s'il arrive quoi que ce soit, ça va s'abattre sur tout le monde. Mais j'avais un sacré caractère qui m'a permis de faire le parcours que j'ai fait, et j'ai fini dans les instances de 2001, et de là j'ai fini devant vous ce soir. Alors, il y aurait d'autres éléments à prendre en considération, mais je vais passer notamment le rapport au savoir, le rapport à apprendre à l'école, le rapport à la langue française, pour toi Hakim, effectivement, qui était quelque chose de tout à fait nouveau quand tu es arrivé en France. Mais je voudrais évoquer, parce qu'on ne peut pas ne pas les évoquer, parce que même si on est là pour parler de votre parcours de vie et de positivité, il y aura encore une dernière question sur ce sujet, c'est que vous avez une expérience commune à travers l'association des blessés de Kabylie. Et là, pour le coup, l'histoire n'est pas aussi rose. Il y a beaucoup de traumatismes, il y a beaucoup d'échecs, et il y a des parcours qui demandent encore effectivement à être de l'aide et de la reconstruction. Et en plus de ça, en élargissant, et je rassemble deux questions en une, ce qu'il ne faut pas faire, mais pour aller vite, comment il peut y avoir réparation ou reconstruction si la justice n'est pas donnée aux victimes, aux familles de victimes, par les instances judiciaires du pays. C'est-à-dire comment effectivement les criminels ne passent pas par les tribunaux. L'association des blessés de Kabylie à la base, en fait, quand on l'avait créée à l'époque, c'était pour justement se réunir, parce qu'on commençait à être nombreux. Parce qu'au début, on n'était pas forcément nombreux. Moi, je crois que je fais partie des premiers blessés qui sont arrivés en France. Après, quand mes camarades de combat en fait sont arrivés, on a fait une association pour vivre cette justement reconstruction, exprimer les besoins, recevoir des aides. Encore une fois, quand je dis le mot aide, il ne faut pas qu'il soit tout de suite associé à du matériel. J'ai défini ce que j'ai appelé aide tout à l'heure. Donc cette association, elle avait pour but justement de ne pas se retrouver seul, d'être isolé dans son coin, parce que, encore une fois, chacun avait une histoire différente, chacun avait une trajectoire différente, chacun avait un parcours et puis un soutien différent ici. Et donc c'était le but de cette association. Elle a marché, elle a fonctionné durant un temps, et puis après, les blessés que nous étions
Nous avons tous, voilà, chacun après a pris sa route d'un côté, parce que je disais tout à l'heure, ce qui était complètement logique, hein, je disais que tout le monde avait besoin à cette reconstruction aussi un peu seul, un peu dans son coin, comme les fauves en fait qui lèchent leurs leurs blessures en fait pour se soigner. En fait, on avait ce besoin de se retrouver un petit peu tout seul. Et après, pour X raisons, ça n'a pas été, ça n'a pas remarché. Je sais pas pourquoi. Après, je peux pas parler au nom de tout le monde. Les parcours, encore une fois, ils sont différents. La reconstruction, elle est différente. Et là aussi, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Vous savez, tout le monde sait. On peut pas, je veux dire, aujourd'hui, personne peut dire je connais pas un blessé ou je connais pas une famille d'un martyr de 2001. Personne. En tout cas, ceux qui le disent, c'est ceux qui veulent pas connaître ou qui font semblant. Mais il y en a tellement partout. Il y a des blessés partout. Et en France, à l'étranger, un peu partout, en Kabylie, bon, j'en raconte même pas. Donc aujourd'hui, juste les reconnaître, juste les mettre à leur juste valeur, en fait, ça peut enclencher en eux un processus dont on a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir. Donc on a tous un rôle à jouer. Ceux qui l'ont vécu dans leur chair, ceux qui ne l'ont pas vécu, enfin en vrai tout le monde l'a vécu parce que les familles elles étaient tous endeuillées et les familles kabyles, les familles berbères, le village c'est une famille. C'est pas que la famille dans les murs, à l'extérieur des murs. Donc moi quand je suis reparti d'ici, ma région, c'est-à-dire les villages de mon entourage, ils étaient chez moi pendant 15 jours. Tout le monde était à la maison et faisait des allers-retours, et encore 15 jours, je minimise, un peu plus. Donc c'est ça la reconstruction, c'est ne pas se sentir tout seul. Sur l'autre question par rapport à la justice, bon, écoute, la justice... ouais. Ah, non, mais franchement, je pense qu'il faudra s'occuper de nos dégâts et ne pas s'abriter derrière ce mot, parce que je pense que nous, on ne connaîtra pas la justice par rapport à ce qui s'est passé. Nous, je dis nous, notre génération peut-être à venir, j'espère en tout cas, mais il ne faut pas l'attendre, parce que si on l'attend, on ne va rien faire du tout. Donc, soignons nos blessures morales et physiques, et après le reste viendra quand ça viendra. C'est comme Farvouj en fait, il lui faut un peu de temps pour qu'elle soit prête. Je vais rebondir je vais aborder plutôt dans le même sens, c'est-à-dire sur la question de l'association des blessés de Kabylie. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient à cette époque-là, hein. Il y en a plusieurs, encore une fois, qui sont là et qui ont fait partie. J'avoue que les tout premiers arrivés, un peu comme Hakim, dans leur malheur, il y avait une véritable mobilisation à cette époque-là, 2001, 2002, jusqu'à peu près 2003. À partir de 2003, ça a commencé à lâcher. Ça a lâché presque en même temps que ça lâchait, en fait, que le mouvement prenait un peu de l'eau aussi, d'Ithmorth. Parce que quand il n'y a plus d'effusion de sang, on commence à se trouver de la petite bête, on commence à la discorde remonte à la surface, mais en tout cas l'association telle qu'elle existait à l'époque, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. J'avoue que moi les blessés que j'ai rencontrés par la suite, et ils sont là, quelques-uns, 2003, ils étaient bien largués, ils étaient bien perdus, ils étaient vraiment laissés, j'allais presque dire laissés pour compte, si ce n'est quelques personnes qui allaient les voir à l'hôpital. Vraiment, j'allais presque dire, je vais oser le terme, hein, parce qu'il faut être violent parfois pour faire bouger le truc, c'était presque de la charité, quoi. Donc ça démontrait aussi qu'il y avait un problème d'organisation en ce qui nous concerne. Aujourd'hui, il n'y a quasi pas un village, en effet, qui n'a pas un blessé, 2 blessés, 3 blessés, voire des morts. Vous, on en a eu 5. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une association, par exemple à Arcou, je sais qu'il y a une association des familles de martyrs de 2001.
Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils se voient entre eux, ils se réunissent de temps en temps, on a de leurs nouvelles, on prend de leurs nouvelles, un peu à la mode à la Kabyle en fait, tout simplement. Quand tu as un décès, quand tu as un drame dans une famille, là c'est une très grande famille, donc oui, on prend des nouvelles, mais est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? Il y a une chercheuse dans la salle qui travaille sur 2001, et je l'espère sans lui mettre la pression qu'elle fera vraiment ce travail-là de recherche sur notamment auprès des familles, auprès des blessés. Pour ça, je pense que ça sera une première. En ce qui concerne la justice, je fais comme Hakim. Parce qu'il y a déjà eu un drame en Algérie et qu'il n'y a pas eu de justice. C'est-à-dire, quand on a décidé d'amnistier les terroristes, on n'a pas demandé aux familles de disparus, aux familles de ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils en pensent. On leur a dit, vous la fermez, là maintenant c'est l'amnistie, et puis la concorde civile, on n'en parle plus. Pour qu'il y ait justice, en effet, pour qu'on puisse pardonner, à la limite, si on a envie de pardonner, il faut qu'il y ait justice. Le rapport du professeur Issaad, quels que soient les manques qu'il peut y avoir, parce qu'il a travaillé avec les moyens qu'il avait à faire Abou Saïd Flas, il a bien démontré que ces femmes gendarmes en tiraient pour tuer. Ils en tiraient à balles réelles, ils en tiraient avec des armes explosives, des balles explosives, ils en tiraient dans le dos, ils en tiraient comme des snipers pour tuer les gens avec des balles bien précises. Donc il n'y a plus rien à démontrer. C'est des armes de guerre, on n'utilise pas des armes de guerre contre des civils désarmés. Donc ça a été démontré. Qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport? Il est dans un tiroir quelque part s'il n'a pas été brûlé. Donc personnellement, moi j'entends rien du pouvoir algérien dans ce sens, mais je pense que nous, ce travail de mémoire, encore une fois, ça a été un des slogans de 2001, pour que nul l'oublie. Parce que là, il y a quand même eu 128 morts, quoi, plus de 5000 blessés. Il y a eu quand même 128 morts, entre 128 et 130. On n'a pas encore le compte exact. Je me demande bien pourquoi. Déjà, alors que ça ne fait que 24 ans, 23 ans. Donc ce travail de mémoire, déjà rien que pour nous, doit être fait. Ça doit être écrit quelque part. Et puis des personnes comme moi, aujourd'hui, je vadrouille un peu partout dans la France, dans une autre association qui s'appelle Parole de mes deux femmes, comme Hakim. J'explique mon parcours, j'explique ce qui m'a ramené ici. Je parle de ma culture, je parle de la Kabylie, je parle du fait que c'est pas reconnu, je parle de 2001. C'est ma façon à moi de rendre visible, c'est ma façon à moi de dire un grand merci à ces gens-là, que ce soit ceux qui sont là ou ceux qui sont morts, et puis à leur famille. Donc c'est le seul travail aujourd'hui en l'état actuel de l'État algérien, c'est la seule chose qu'on peut faire. 2001, le comité de suivi de la ville d'Arvoux, quand il a été mis sur place, son but, c'était rassembler toutes les preuves à cette époque-là. Et on en a des preuves, on en a beaucoup. Des actes de décès qui étaient tirés par les médecins pour dire que c'est des balles explosives qui étaient tirées pour tuer. On a plein de photos. Moi-même, j'en ai des centaines de photos que j'avais faites. Le comité de suivi à cette époque-là, on l'a mis sur place justement pour réunir toutes les preuves si un jour c'était possible que ces preuves-là servent justement pour rendre justice à ces gens-là. Dernière question avant l'échange avec la salle. Vous avez quand même tous les deux, en tout point commun, et c'est une des raisons pour laquelle nous avons invité ensemble, y compris pour inaugurer cette première initiative autour du Printemps des Libertés, c'est que vous avez un message de positivité. Vous portez aujourd'hui un message d'explication. Toi, notamment, Hakim, autour de l'handicap, tu as un travail de pédagogue de premier plan, je crois, dans la fédération. Et donc ça, pour toi, c'est important. Salma, c'est dès, je crois, juin ou juillet 2001, tu participais à une exposition qui s'appelle l'émeute culturelle. Donc c'était aussi une façon de continuer à porter le message, de continuer à ouvrir des perspectives, de continuer effectivement à un engagement sous d'autres formes différentes. Voilà. Donc est-ce qu'un mot sur cet aspect, et puis après, vous aurez affaire à la salle. Vous aurez affaire. On va se protéger. Ouais, habituellement. Comme là. Cette fois-ci, je te laisserai. D'accord. Oui, déjà, j'ai beaucoup apprécié ce que tu disais tout à l'heure, et même ce que disait Al-Sprit tout à l'heure, qui disait qu'il avait du mal avec un slogan qui disait « Vous ne pouvez pas nous tuer, on est déjà morts ». Pour moi, ce slogan, il a été peut-être mal expliqué, ou en tout cas mal perçu,
parce que dans le désespoir le plus total, ce que racontait un peu l'engagement de Hakim avant même de recevoir cette balle, il savait pourquoi il allait là. Certains de ceux qui sont morts ou de ceux qui sont blessés savaient pertinemment pourquoi ils sortaient, pourquoi ils manifestaient le 20 avril ou le 18. Alors peut-être pas Massini ça parce que le 18 c'était avant le 20, peut-être que lui c'est un peu celui qui a déclenché, mais parce qu'on voulait vraiment que la mayonnaise monte. Mais il y a déjà les gens qui sont morts, ils sont morts pour dire on a envie de vivre. C'est vraiment pas philosophé non plus parce que c'est très compliqué de dire ça. Mais quand vous êtes dans une région qui est complètement laissée pour compte, c'est-à-dire pas d'investissement, pas de. Enfin, moi je l'ai entendu de gens, je ne me serais jamais attendu entendre. Oui, mais vous êtes des grandes gueules, c'est pour ça qu'on n'investit pas en Kabylie. C'est des Kabyles parfois qui me disent ça, des Kabyles d'autres. Qui se sont installés dans d'autres régions. Oui, mais parce que vous n'aimez pas Bouteflika, parce que vous n'aimez pas ça. Oui, mais cet argent, c'est pas l'argent de Bouteflika. La Kabylie, c'est une région parmi tant d'autres. C'est un peu une façon de lui faire payer le prix. Donc tu as des enfants entre 10 et 20 ans qui sortent dans la rue pour manifester, pour dire leur envie de vivre en fait, leur envie d'être reconnus dans ce qu'ils sont. Beaucoup à cette époque-là, ils aimaient ce pays, ils aimaient cette Algérie, mais en même temps ils disaient mais on est Kabyle, on a une culture, on veut être reconnu pour ce qu'on est. Qui on est, on n'a pas spécialement envie forcément de nous séparer, mais on veut être reconnu, on veut vivre. Enfin, à 14 ans, mince, qui a envie de mourir à 14 ans? Ça n'a aucun sens. À 14 ans, on commence à avoir des élans amoureux, on commence à tomber amoureux de sa prof ou de son copain de classe ou de sa copine. Et on n'a pas envie d'aller offrir sa poitrine à des balles explosives, ça n'a aucun sens. Les gens avaient envie de vivre et cette rage de vivre a fait qu'on ne mesurait pas le danger. Ou du moins, un peu ce qui s'est passé pour Hakim, c'est-à-dire que quand on voit son copain à côté tombé, et j'ai un des blessés, s'il me permettra de raconter cette histoire, il a été blessé, il reçoit une balle explosive dans le pied, lui aussi il a eu cette chance de ne pas avoir perdu sa jambe, il se réveille, à côté de lui, il y a un gars, il a la tête explosée. Qu'est-ce que tu veux qu'il reste de ce garçon? Il avait 17 ans à cette époque-là. Ben, bien évidemment, enfin, que quand tu vois ça, tu as une telle rage. Moi, personnellement, je l'ai dit, et je l'ai dit, mais je l'ai assumé. J'ai dit au sous-préfet d'Argou, je lui ai dit, écoutez, monsieur, si moi j'avais une Kalachnikov dans les mains, mais j'aurais tiré dans le tas de ce que j'ai entendu. Quand t'entends Ouled Faransa, Ouled Harka, et t'entends mais des gros mots, t'es à la maison, t'entends que ça toute la journée. Mais bien évidemment qu'il y a une espèce de rage, mais vraiment la rage de vivre encore, mais de vivre dignement. Donc, à un moment donné, dans ce chaos qui était phénoménal, on peut vous dire ce qu'on veut, mais c'est indescriptible en fait ce qui a été vécu. C'est indescriptible. Le traumatisme, je ne parle même pas de ceux qui sont blessés. Moi, encore aujourd'hui, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de regarder les photos que m'a ramené Zizou. Mais j'étais tétanisée, je tremblais de la tête aux pieds parce que ça m'a remis dans le bain de ce qui s'est passé en 2001. Mais n'empêche qu'il y a eu des gens, à ce moment-là, même à ce moment-là, en tout cas chez nous, du côté d'Arfout, toute la vallée de la Soumam, il y a eu des artistes, beaucoup d'artistes, mais pas que, des journalistes, je pense toujours à Mourad Slimani qui avait couvert l'événement à cette époque-là. Il y a eu énormément d'artistes de la vallée de la Soumam qui se sont dit on ne peut pas continuer comme ça en fait. Il faudrait donner quelque chose d'autre à ces jeunes pour les occuper. Parce que tous les jours, à aller à la brigade de gendarmerie, les accompagner pour qu'ils se fassent le moins mal possible, pour essayer de les encadrer, donnons-leur quelque chose. Donc il y a eu ce qu'on a appelé nous l'émeute culturelle. C'est-à-dire que tu avais des artistes, des sculpteurs, des dessinateurs, qui ont décidé qu'à partir de tous ces matériaux-là, notamment, je pense à Mohamed Bouidravan qui était sculpteur, qui a fabriqué une espèce de bonhomme monstrueux à partir de matériaux qui restaient de ce qui a brûlé, des bureaux, des trucs comme ça. Il a fabriqué une espèce de monstre qui était en train de hurler, je me rappelle de ce mot-là. Il y avait des artistes qui avaient mis plein
comment on appelle ça, de chevalet dans toute la place d'Arvo, toute la place, et pourtant elle est grande, hein, toute la place d'Arvo était parsemée de chevalets. Tous les artistes ont ramené de la peinture, des pinceaux. J'ai retrouvé encore les photos, je les ai regardées, notamment une vieille dame, je pense que ça devait être la première fois qu'elle voyait un chevalet, avec sa robe kabyle, un peu comme la mienne. Et elle était épatée devant un tableau. Donc il y avait des choses qui étaient ressorties. En effet, on appelle ça de l'art-thérapie dans les pays développés. Mais comme disait Hakim, il y a des choses chez nous qu'on ne sait pas. On ne les nomme pas comme ça. Mais en tout cas, ces gens-là, ils avaient compris. Et je pense que cette émeute culturelle, c'était aussi une manière de redonner de la vie, de mettre de la vie dans le chaos. Et c'est vrai qu'on a fait, ça a tenu toute la journée, on l'avait préparé, on avait passé des nuits à rester à Arvo pour discuter, pour essayer de voir comment on faisait ça. On a appelé les copains qui étaient journalistes pour couvrir. Je sais, Mourad avait fait une double page, la page du milieu de l'Ouatan, il avait fait une double page de cet événement. Et donc il y a eu toute la matinée, il y a eu de la peinture, les jeunes se sont essayés à la peinture. Il y avait des tableaux qui étaient horribles, mais horribles, c'était tellement ça giclait partout. Et à la fin à la fin de la matinée, vers le début de l'après-midi, il y a eu une procession qui était partie avec des enfants d'ailleurs, petits et grands, qui venaient de la salle de cinéma d'Arvo. Ils avaient été maquillés par la femme d'un des artistes, ils avaient été un peu grimés de partout. Et en fait, on a fait toute une procession avec des masques qu'on avait fabriqués nous-mêmes, et on a fait une procession avec des outils de musique fabriqués aussi à l'occasion. Et je sais que ça avait énormément interpellé Arvo, il y avait un monde fou, et il y avait de la joie, mine de rien, et on était, je crois, au mois de juillet, vers début juillet, le 23 juillet, si ma mémoire est bonne, le 23 juillet 2001. Donc là, il y a de la vie, il y a des gens qui avaient envie, on avait envie d'en finir avec vous ne pouvez pas nous tuer, on est déjà mort. C'est vous ne pouvez pas nous tuer, on a tellement envie de vivre que vous ne pouvez pas nous tuer, on est encore vivant et la preuve, on est encore là, quoi. Et toi, Hakim, cette force qui continue d'aller, comme dirait Victor Hugo, cette force vitale, tu la transmets aujourd'hui par une approche pédagogique, notamment en encadrant des jeunes handicapés aujourd'hui en France? En fait, ouais, ça passe par le handicap, parce que le handicap, moi je le définirais comme une difficulté, un obstacle, une limite à quelque chose. Après, il y a des limites qu'on peut dépasser, il y a des difficultés bien sûr qu'on peut dépasser. Et en fait, le handicap, c'est pas que quelque chose de visible. C'est-à-dire que c'est pas parce que le handicap, c'est pas que la personne qui est sur fauteuil roulant, ou bien c'est pas que la personne aveugle, ou peu importe le handicap qu'elle a. Ça peut être des handicaps, malheureusement, pas handicap psychique directement, mais un obstacle, quelque chose qui va nous retenir, qui va nous empêcher d'avancer. Et c'est ce truc-là que j'essaye d'apporter, de dire que c'est possible. Et en fait, le mot, ça s'appelle espoir. Parce que quand on vit des choses comme celles que ma génération, notre génération a vécues en Kabylie, et qu'on arrive après ça à travailler, à fonder des familles, à avoir des enfants, à vivre normalement, franchement, c'est ça l'espoir. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. Après, je le fais via des ateliers autour du handicap, parce que c'est le meilleur moyen pour faire comprendre à l'autre que malgré, c'est possible. Malgré une situation, malgré un contexte dur, difficile, inconnu, c'est possible d'avancer. Chacun son rythme, chacun sa destination, mais l'essentiel c'est d'avancer. Donc, ouais, ça passe un petit peu par le handicap. Merci infiniment. Je vais donner la parole à la salle. Je vais vous demander, je suis désolé parce que j'avais promis des cours et je crois que j'ai été un peu long, mais d'être relativement court parce qu'on doit s'entraîner demain. Donc, qui veut prendre, qui veut poser une question? Parce qu'il y a encore une surprise après. Donc si vous avez pas de questions, ça vous arrange. Allez, le premier qui ose, ou la première. Oui, merci. Je suis un macho. Vous avez une question? Je suis le premier par défaut, mais je n'ai pas de questions à poser. Je vais juste dire quelques mots à propos de ce que je viens d'entendre.
c'est que 2001, jamais, je crois, la Kabylie n'a connu une telle mobilisation. Il y a eu une mobilisation vraiment générale qui a touché tous les villages, toutes les couches sociales, etc. C'était absolument fantastique. Il y a eu une répression exceptionnelle, parce que contrairement à 80, eux ont payé le prix du sang. Donc il y a eu, ça c'est une différence nette. Et il y a un bémol à tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de message qui a suivi, qui serait né de ce mouvement à la hauteur de cette mobilisation, de ces sacrifices. Il y a eu des comportements individuels héroïques. On vient de voir Hakim, évidemment. C'est pour ça que les gens ne posent pas de questions, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute à ça? Je pense à quelqu'un dans la même ville, à Azazga Kamali Hirshen, qui a été abattu d'une balle et qui a eu la force, avant de s'effondrer, d'écrire « liberté » de son sang sur le mur. C'est encore visible, l'inscription. Et tout ça s'est passé, alors là je dis ça à l'intention de Hakim, à quelques dizaines de mètres de la gendarmerie d'Azazga, où déjà, à la fin du 19e siècle, il y a eu quelqu'un de chez lui, Hamdou Saïd Abdoun, qui fait partie des 6 exécutés parmi les bandits d'honneur avec Alfred Bachir. Et celui-là a harangué les foules pour appeler à continuer le combat. C'est la légende qui se raconte dans les chaumières dans la région, mais j'ai trouvé trace de ça effectivement dans la presse coloniale. C'est vraiment vrai. Et donc je veux dire que ces jeunes ont été à la hauteur de cet exemple qui vient de loin. Et que ce soit Kamel, que ce soit Hakim. Et c'est peut-être ça, ce que je viens de voir aujourd'hui, à travers ces témoignages, c'est peut-être ça le message qui a mis du temps à venir de 2001, qui vient de loin. Et j'espère que ça va susciter d'autres témoignages qui donneront corps à ce mouvement et une âme à la hauteur de ces sacrifices et de cette mobilisation absolument historique. Oui. C'est pas une question, mais apparemment il y a une réaction. Oui, quand même. Parce que je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vient de dire Hamd, qui dit que 2001 n'a pas eu de message. Je vais rappeler quand même 2-3 petites choses. Encore une fois, et c'est peut-être pour ça qu'on comprendra pourquoi ça a été peut-être aussi long pour décoder le message. On l'a dit tout à l'heure, 2001, à la différence de 80, qui était partie des universités et qu'il y avait comment dire, un certain niveau intellectuel qui permettait de écrire des choses, dire des choses, 2001 est parti, et c'est peut-être ça qui a posé problème aussi, est parti de la rue, ou en tout cas est parti d'une jeunesse qui est un fruit de l'école algérienne, qui a fait que ces jeunes-là avaient du mal à s'exprimer, ou en tout cas à exprimer leur message, à la différence de Hakim qui savait pourquoi il était sorti. Et ceux qui étaient en mesure de porter un message, j'en faisais sûrement partie, c'est compliqué de traduire le message quand c'est pas le vôtre. C'est compliqué de dire ce que veulent les autres quand eux-mêmes ils ont du mal à le dire. Parce qu'au départ, il fallait déjà canaliser juste leur colère, essayer de faire qu'il y ait le moins de dégâts possible, alors qu'il y en avait déjà beaucoup trop. Et c'est vrai que il y a eu plein de choses qui ont été dites sur 2001, et peut-être qu'aujourd'hui, avec la maturité de 21 ans, bah oui, il est majeur et vacciné maintenant en 2001, donc il y a ce message qui commence à apparaître et à dire qu'est-ce qu'on veut. La revendication amazigh a fait son chemin, le multipartisme est passé par là avec toutes les querelles qu'il y a eu, les gens étaient brouillés, mais il y avait quand même une envie de liberté, une envie de reconnaissance, une envie d'aller beaucoup plus loin dans la revendication identitaire. Je rappelle qu'avant 2001, Tamazight était langue nationale, même si c'était un acquis de 94, 2001, et j'en suis convaincue, a permis de faire que Tamazight soit langue officielle en Algérie. C'est peut-être pas, on va pas dire que c'est 2001 qui a apporté ça, mais moi je suis convaincue que c'est ça. Je suis d'accord, c'est 2001 qui a apporté ça, mais ce n'était pas dans le message. Est-ce que une autre, oui. Bonjour. J'ai pas de questions.
parce que c'est très difficile de poser une question à l'héroïsme et à l'espoir. Devant l'héroïsme et l'espoir, on est dans l'admiration d'abord. Et c'est très difficile de parler aussi dans une salle où le poids de la lutte est très très grand. C'est très difficile. Je suis beaucoup sous l'émotion. Alors, mon observation, c'est par rapport à la perception de la participation de la femme à ce combat. Si on essaie d'aller dans les schémas des institutions de l'histoire et comment on cherche la participation de la femme, on ne va pas la trouver certainement dans les PV de réunion, des commissions et tout. Mais je dirais beaucoup plus, et vous m'excusez, que ces manifestations, ces manifestants, ces enfants courageux, ces jeunes, quand ils rentraient le soir, ils rentraient chez les femmes. Et quand ils repartaient le matin, ils sortaient de chez les femmes. C'est-à-dire notre vision de ce combat qui est global. Et dans un combat, il y a beaucoup plus d'éléments que ceux qu'on peut, dans l'historiographie et dans la méthodologie du compte rendu, on voit beaucoup d'absence de femmes qui sont très très présentes. Et c'est la même chose qui s'est passée en 62, ces femmes qui sortent à l'orée des villages et qui attendent leurs enfants descendre des maquis. Il y a des femmes qui rentrent avec leurs enfants, il y en a d'autres qui sont restées des mois et des mois sur le bord de la route à attendre celui absent. Et cette femme-là, dans nos villages en Kabylie, là où il y a eu le grand combat, les femmes les plus heureuses sont les femmes qui voient des jeunes rentrer et pousser la porte le soir, mais celles qui ne voient pas l'enfant rentrer sont celles-là qui sont dans le grand combat. Est-ce qu'on doit les oublier? C'est mon observation par rapport à la perception de la participation de la femme kabyle à ce grand combat. Merci beaucoup et merci pour tout ce que vous avez fait, messieurs, pour nous donner l'occasion d'être libres et croire en certains espoirs. Et je vous dis, j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'en découdre. Merci. Parce que, monsieur, vous avez perdu les yeux, mais vous créez le soleil chaque matin. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. C'est très très juste, en fait, monsieur, ce que vous avez dit par rapport à nos mamans, à nos sœurs, à nos femmes. En fait, elles ont vraiment pleinement participé à la souffrance, finalement. Je ne trouve pas dans les écrits, de toute façon on ne trouve pas grand chose finalement par rapport à ce qui doit être écrit. On devrait tous faire un travail d'écriture, enfin en tout cas notre génération doit faire ça pour laisser une trace, mais on est d'accord, elles ont souffert plus que nous. Et peut-être rajouter une chose, c'est que peut-être qu'on pose la question elle est incomplète, c'est peut-être dire pourquoi l'absence des femmes dans les instances et pas l'absence des femmes tout court. Parce que, en effet, il y avait, que ce soit à 80 d'ailleurs ou 2001, je veux dire, quand je pense aux détenus de 80, quand je pense à ces mamans des filles qui étaient dans les universités ou des garçons, et bien, elles ont des mamans, les détenus avaient des femmes, avaient des enfants. Donc je pense que la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas beaucoup, ou en tout cas, elles ne sont pas visibles, ces femmes, dans les instances qui ont jusqu'à 2001, gérer toutes ces revendications, en tout cas ces mouvements de revendications identitaires amaziens. Je pense qu'on veut dire que c'est une question universelle. Oui, une question au fond. Bonjour. Déjà, je voudrais dire bravo pour tout ce que vous faites. Et je voudrais juste parler un peu de 2001. J'ai l'impression qu'on parle de 2001 comme une finalité un peu. On parle de 2001 un peu comme une finalité. Alors pour moi qui est jeune, c'est un peu un début, c'est comme vous avez dit sur 80, c'était toute votre enfance 80. Et 2001 c'est venu à travers 80. Et moi aujourd'hui, c'est 2001 qui est mon 80 à moi. C'est quoi le combat exact d'aujourd'hui pour justement le commencement de 2001? Justement, vous qui êtes victime, et tout le sang qui a coulé en 2001 en Kabylie, c'est dirigé vers où justement le combat? Et c'est quoi le combat qu'on mène aujourd'hui pour ça? Pour moi que ce soit un début.
Moi, 80, c'est d'un peu de l'ancienne histoire. Moi, en 2001, j'avais 6 ans. Donc, c'est un peu le commencement exactement. Et je voudrais dire aussi quelque chose pour madame. Est-ce que vous croyez vraiment que la Tamazight est langue officielle en Algérie? Du moment qu'on n'en parle pas dans les tribunaux, on n'a pas des papiers qui disent que la majorité, alors Barcelone, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour ça que je dis peut-être 2001, c'est le début de quelque chose et non pas la conclusion de quelque chose. Voilà ma question. Merci. Merci. En fait, à aucun moment j'avais dit que c'était la conclusion, la fin d'un cycle, d'un combat. Moi, 2001, pour moi, c'est un virage dans une route. Mais une route qui a commencé depuis très longtemps et qui se poursuit, si tu veux. Je te rejoins peut-être sur le fait qu'on a loupé ce grand virage en Algérie. On l'a loupé sur plusieurs aspects parce que la jeunesse aurait pu faire changer les choses. Elle a fait changer certaines choses. Elle a montré le chemin en fait à des plus grands qui ont subi quand même une décennie noire en fait en Algérie. Donc c'est pas tout le monde avait oublié un peu les revendications. C'est pas ça, mais en fait il y avait d'autres problèmes. Donc 2001 c'est un virage, mais ça n'a jamais été une fin en soi. Maintenant le combat c'est le même, c'est le même, c'est la même trajectoire. 80, le combat de Lounès, le combat de Edir, plus tard, en même temps, mais en parallèle. Mais Lounès on parle de lui parce que il a, encore une fois, il a payé de sa vie en fait, il a payé dans sa chair 2 fois, la deuxième fois ils l'ont pas loupé. C'est 2001, la continuité de 80, de Lounès, avant 80 il y avait 62, 63, peut-être plus loin il y avait 54. Tu vois, tu peux remonter à loin et tu peux dans le futur, j'espère qu'il n'y aura pas un événement comme 80, mais tout ce qu'on peut faire tous individuellement. Il y a eu en 2021 malheureusement. Pardon? Il y a eu déjà en 2021 pour tout ce qui s'est passé en Kabylie. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que 2001 c'est un peu le début de quelque chose. Non, c'est pas le début de quelque chose. Je vois un peu là où tu veux revenir, mais en tout cas c'est pas la trajectoire, c'est pas la mienne et c'est pas celle de 2001. Je suis pas le porte-parole de 2001, mais en tout cas je suis mon porte-parole à moi. Et je te dis, c'est pas cette trajectoire-là. J'oublie pas 2021, tu as entièrement raison. Il y a eu un nouveau massacre en fait. C'était pas orchestré pareil, c'est passé. C'est pas passé. Tu vois, même dans la région de Kabylie, c'est pas passé de la même manière que 2001. C'était pas la même chose. Je minimise pas, je dis pas que c'est pas grave. Je dis juste que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes revendications, c'est pas les mêmes trucs. Mais pour conclure, en tout cas, 2001, c'est pas un point final, c'est une petite virgule dans l'histoire. Merci. Je suis entièrement de ton avis, Hakim, parce que on a l'habitude de le dire, le combat continue. Hein. Je veux dire, tu auras ta... Enfin, je me permets de te tutoyer, hein, tu pourrais être mon gamin. Hein. Tu as ta part du boulot à faire toi aussi, je te rassure tout de suite. Hein. Nous, je pense que 2001 était dans la continuité de 80. Chacun a quelque chose à faire. Personne n'est parfait, il y a eu des erreurs. Même en 49, il y a eu des erreurs. Hein, la crise dite berbériste. Donc, j'ai envie de te dire, moi je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. J'ai la chance de vadrouiller beaucoup dans l'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud. Et j'ai eu cette chance-là de le faire pendant la décennie noire. Et aujourd'hui, quand je me balade dans les rues de l'Algérie, dans certaines villes d'Algérie, je vois sur les frontons des choses qui sont écrites en tamazight. Tu vas rigoler si tu as envie de rigoler, mais moi je suis très dans la symbolique, énormément dans la symbolique. Il faut savoir qu'on est dans un pays qui disait que ceux-là, en 2001, on nous disait Hizb França. Ceux-là, ils veulent diviser le pays, tout ce que tu veux, Hizb França ou le Harka et tout ça. Et 2017, malgré lui, parce qu'il n'est plus là, il avait dit « cette langue ne sera jamais langue officielle sans référendum ». Et bien nous, on a dit « ça sera langue officielle sans référendum ». Tamazight est passé langue officielle. C'est symbolique. Il faut qu'on apprenne aussi à se dire « on a fait des choses ». Parce que si on ne fait pas ces bilans, on se dit « qu'est-ce qu'on a fait ?» Comme ça, on peut avancer. Qu'est-ce qui a manqué? Si systématiquement on dit « ouais, mais on n'a rien fait en fait. Tout ce qu'on a fait, c'est
c'est du kharté, quoi. Aujourd'hui, je te dis, 2001, il y a eu des morts, on a tiré sur des gamins. 2017, la langue tamazight est langue officielle, il y a encore du boulot à faire, ça je te l'accorde. 2019, alors que 2001, à Alger, on était en train de dire aux Kabyles de rentrer chez eux. En 2019, à Alger, des manifestants scandaient Qbaïl, le arabe et tout ce que tu veux, le drapeau amazigh était à Alger. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit content un petit peu du boulot qui a été fait. Maintenant, toi avec... Si on soit pas de dialogue, pas de dialogue. Et puis... Non, mais juste pour dire qu'à un moment donné, 2001, c'est un point de l'histoire de la revendication identitaire. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, que ce soit les militants, j'ai envie de dire des partis politiques, mais il n'y en a tellement pas. Aujourd'hui, c'est comment Tamazight qui est sorti de la clandestinité, ça a posé problème. Les gens ont milité dans la clandestinité, ils ont su le faire correctement. Quand Tamazight est sorti de la clandestinité, ça nous a un peu perturbés. On ne savait plus trop comment faire. Donc maintenant, il faudrait qu'on se redresse un peu et qu'on essaye de voir et qu'on travaille ensemble, chacun dans son domaine. Lui, il le fait dans le cadre du handicap, en plus on est en France. On n'est même pas en Algérie, nous on a de la chance. Hein. Parce que quand on finit, on se pose dans une brasserie, on se prend une bière, un verre de vin et des trucs comme ça. Les gens là-bas, c'est pas la même chose. Donc comment on peut faire aujourd'hui la diaspora, justement? Comment aujourd'hui, d'ici, comment les gens peuvent participer, justement, toi, moi, tous comme on est ici, comment on peut participer pour que cette revendication reprenne un autre sens? C'est ma question. Et il n'y a pas de... La question est posée. Moi, alors une dernière question, parce que on a du boulot. Je suis un des blessés de Printemps Noir 2001, le 25 avril 2001, aux Zélavines, Ifré aux Zélavines. En fait, j'allais t'appeler toi, Relais, c'est aussi un avenir, si vous voulez. On est là. Ils sont là. Non, mais oui, c'est-à-dire. On est là. Franchement, ça me donne vraiment de. Franchement, personnellement, j'arrive pas à m'en sortir de l'événement où j'ai été blessé par balle en 2001. C'est-à-dire à l'âge de 17 ans, là j'ai 40 ans, c'est comme si j'ai toujours 17 ans. Même si je me suis arrivé à me marier, à avoir un enfant, mais toujours 17 ans, adolescent. C'est-à-dire je fais des conneries, je ne sais pas comment dire, mais j'arrive pas à m'avancer. C'est-à-dire surtout, quand ça arrive, le printemps berbère, et là je suis dans la dépression. J'écoute du matou, je consomme de l'alcool, j'arrive pas à m'en sortir. Mais bon, mon fils déjà me l'a dit. Chaque fois, arrête l'alcool, mon fils. Il est là, à côté de Aflidi, mon fils. Youva. Arrête, Youva, oui. Arrête de consommer de l'alcool. Mais ce que je veux dire, j'aimerais bien passer à autre chose, mais j'arrive pas. J'ai 40 ans. Depuis 2001 à 40 ans, j'arrive pas à m'en sortir. J'ai même, ça fait 25 ans, je suis en traitement psychiatrique.